Et maintenant, votre documentaire scientifique, l'ARN messager, une révolution médicale. La mise au point d'un vaccin s'échelonne généralement sur plusieurs années. Il était clair que là, nous ne pourrions pas suivre la voie classique. Nous avons eu très peur à l'idée que le vaccin n'aboutisse pas. Ça aurait été une catastrophe. C'était un scénario possible, car on disposait de trop peu de données. Mais l'urgence était extrême. Je ne sais pas comment nous y sommes parvenus en si peu de temps. Tant qu'à être confiné, je me suis dit autant l'être vraiment et participer à cette étude. C'est fascinant de voir s'écrire un chapitre de l'histoire de la médecine. C'est ici, à Mayence, qu'un petit laboratoire allemand a fait entrer la médecine dans une nouvelle ère. Dès janvier 2020, les chercheurs Ugur Sahin, Özlem Türeci et leur équipe se lancent dans la fabrication d'un vaccin contre le virus SARS-CoV-2. Un vaccin qui sera le premier sur le marché et d'une efficacité remarquable. Dans les locaux de BioNTech, les mesures de sécurité sont drastiques et le temps, un bien précieux. Les deux chercheurs nous ont néanmoins longuement ouvert leurs portes pour ce documentaire. Nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps, en 1991. C'était ma dernière année de médecine, qui incluait plusieurs stages cliniques dans différents services. Un jour, je suis arrivée dans le service d'oncologie, où travaillait Ugur comme médecin interne. C'était lui qui me supervisait et il m'a tout de suite fait beaucoup travailler. Travailler dans un service d'oncologie, c'est une bonne occasion d'apprendre à se connaître. On voit comment l'autre se comporte avec les malades, comment il les soigne, comment il réagit en cas d'urgence. Il est aussi important de bien connaître les dernières avancées médicales et les nouvelles thérapies. C'était un travail prenant et difficile. On devait souvent annoncer à des patients qu'il n'y avait plus de traitement possible pour eux. J'ai été frappé par l'engagement et la précision du travail d'Özlem, qui était autant apprécié par les patients que par les infirmières. Au cours de nos discussions, nous avons remarqué que nous étions tous les deux des scientifiques dans l'âme, avec la volonté d'innover pour aider les patients. Nous avons commencé à nous voir en privé et nous nous sommes rapprochés. Depuis, ils font route commune, en sciences comme à la ville. Ensemble, ils ont eu une fille. Quelques années après leur rencontre, l'université Johannes Gutenberg de Mayence les accueille pour leurs recherches, à l'invitation de l'oncologue autrichien Christoph Huber. J'ai fait plus ample connaissance avec eux au milieu des années 90. Il était évident que c'était eux qu'il nous fallait pour ce projet de recherche spécifique. Tant pour leurs compétences, leur personnalité, que pour leur engagement sans faille. Ugur a travaillé chez nous en tant que chercheur postdoctoral. C'était un grand bosseur, vif d'esprit. Il possédait ce don unique de lire énormément et d'avoir une excellente mémoire.
J'ai connu Özlem à la même époque. Et dès notre première rencontre, j'ai apprécié sa façon d'être, de s'exprimer, la clarté de son propos. Nous nous sommes installés à Mayence en 99 ou 2000. C'est une ville où il est très agréable de travailler. On peut se concentrer sur un même projet pendant de nombreuses années. Lors de notre première visite, une chose m'a frappé. Quand on demandait notre chemin, non seulement les gens nous répondaient gentiment, mais ils étaient même prêts à faire quelques pas avec nous pour nous montrer la direction. Ici, les habitants aiment prendre leur temps, discuter entre eux. C'est vraiment agréable. Et puis, l'université nous a offert la possibilité de travailler sur l'immunologie, l'une des spécialités de la faculté, et aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Les habitants de Mayence, et plus largement de Rhénanie-Palatinat, sont des gens qui aiment le contact, parler aux autres, s'amuser. En arrivant ici, nous avons été étonnés de voir qu'il y avait des fêtes tous les week-ends. Ça facilite les choses pour s'intégrer. Nous aimons notre vie ici. Le point central de leur recherche est l'ARN messager, ou ARNM. Katalin Karikó, biochimiste d'origine hongroise installée aux États-Unis, fait partie des pionniers de cette technologie. Dès que j'ai commencé à travailler à l'Université de Pennsylvanie en 1989, je me suis concentrée sur la fabrication de l'ARN messager. Je me souviens qu'en 1990, on m'a refusé une bourse de recherche pour un traitement à base d'ARNM. Et à l'époque, il s'agissait seulement de coder un gène rapporteur. Le souci principal de l'ARNM, c'est sa stabilité. J'ai donc d'abord proposé de fabriquer de l'ARN circulaire. La première publication sur un vaccin à ARN messager a été faite par le laboratoire français de Pierre Meulien en 1993. Ils ont réussi à utiliser de l'ARN messager enrobé dans un liposome pour vacciner des souris contre la grippe. Plus tard, ici aux États-Unis, à l'université Duke, l'équipe d'Eli Gilboa a travaillé dur pour élaborer un vaccin contre le cancer. Ces recherches ont inspiré le fondateur de CureVac, Ingmar Höhe, et aussi Ugur Sahin. Dès le début de nos recherches sur l'ARN messager, on a constaté qu'il était très actif dans les cellules dendritiques humaines. Et on a compris qu'on avait là une technique de base qui devrait nous permettre, en théorie, d'insérer des antigènes tumoraux spécifiques dans les cellules dendritiques. L'acide ribonucléique messager, ou ARN messager, est un brin d'information génétique concernant la synthèse de protéines. Utilisé dans un vaccin, l'ARN messager va véhiculer le plan de fabrication d'une petite partie d'un virus. Dans le cas du SARS-CoV-2, il s'agit de la protéine Spike, qui n'est pas dangereuse en soi. Lors de la vaccination, la molécule d'ARNM introduit le plan de fabrication de cette protéine dans l'organisme. Les ribosomes des cellules humaines vont décoder ces instructions et donc fabriquer la protéine Spike. L'objectif est que le système immunitaire reconnaisse cette protéine comme un agent étranger et déclenche une réponse immunitaire. L'ARN messager n'est pas composé d'un seul élément, mais de plusieurs modules. Nous avons sélectionné et optimisé chacun de ces modules pour que notre ARNM provoque la production de 1000 fois plus de protéines que lors du processus naturel dans l'organisme. Ces molécules d'ARNM sont le fruit d'un travail commencé bien avant l'apparition du Covid-19. Les deux chercheurs travaillent en effet sur cette technique depuis plusieurs années pour développer des vaccins anticancéreux. En 2008, ils fondent la société BioNTech,
À l'époque, il compte parmi les rares chercheurs allemands en médecine à diriger une entreprise tout en conservant un lien étroit avec le monde académique. Un jour, Ugur nous a exposé sa vision. Il nous a expliqué quelle serait, selon lui, la prochaine grande avancée dans le traitement du cancer. Ça correspond en quelque sorte à la naissance de BioNTech. Nous avons investi à plusieurs reprises dans BioNTech et nous étions fascinés par la personnalité de ces deux fondateurs. À la sortie d'une réunion, j'ai été voir mon frère dans son bureau et je lui ai dit « Ces deux-là, il faut les suivre de près ». Ce sont effectivement deux personnes qui gagnent à être connues. Ugur Sahin et Özlem Türeci ont cette faculté d'inspirer une totale confiance de par leur fiabilité, de savoir expliquer des choses très complexes de façon simple et compréhensible. C'est un vrai talent. Je connaissais les bons résultats d'Özlem en tant que directrice médicale et je savais quels anticorps précieux ils étudiaient. Je me souviens avoir dit « Ils ont plus d'une corde à leur arc ». J'ai contacté le professeur Hengartner à Zurich, qui m'a confirmé qu'ils étaient les chercheurs post-doc les plus brillants qu'il ait jamais eus. Ça a fini de nous convaincre d'investir sur eux. Nous avons eu l'heureuse surprise de constater que les frères Strüngmann n'étaient pas des investisseurs lambda en capital risque. Ils s'intéressent profondément au volet scientifique. Cela nous a permis de diriger notre société de façon à pouvoir développer de vraies solutions médicales grâce aux découvertes et innovations que nous avons pu faire. Je ne suis pas sûr que ça aurait été possible dans un autre pays ou avec d'autres investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, on exige un retour sur investissement élevé et rapide. Or, le rendement scientifique, lui, demande du temps, de la patience et un dialogue constructif. Il faut être prêt à investir sur une décennie, voire plus. Le 24 janvier 2020 marque un tournant dans l'histoire de BioNTech et du monde. Un article sur la propagation fulgurante du coronavirus à Wuhan attire l'attention d'Ugur Sahin. Il pressent immédiatement que l'épidémie ne va pas s'arrêter aux frontières de la Chine. Ça l'a inquiété. Et je vis avec lui depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne s'inquiète pas pour rien. J'ai fait quelques projections très prudentes, en estimant par exemple un taux d'infection bas entre 2 et 3. J'ai aussi supposé que n'importe qui pouvait être infecté. À la vue du résultat, j'ai compris qu'il y avait une très forte probabilité que la maladie se soit déjà propagée au reste du monde. C'est un virus dangereux, avant tout parce qu'il est nouveau. Nous n'avons pas d'anticorps contre cette maladie. Elle peut contaminer n'importe qui. Ensuite, parce que ce virus ne provoque pas uniquement des troubles pulmonaires. Il peut infecter et se répliquer dans différents organes où il va faire des dégâts. Notre technologie d'ARN messager était au point. Nous l'avions d'ores et déjà testée sur des centaines de patients cancéreux dans le cadre d'essais cliniques. Ugur s'est dit que cette technologie pourrait servir à déclencher une réponse immunitaire contre ce nouveau virus, qui nous protégerait contre les symptômes de la maladie, voire contre l'infection elle-même. BioNTech n'est pas la seule société à envisager un vaccin à base d'ARN messager. Le laboratoire allemand CureVac et l'américain Moderna planchent sur la même technique. Comment fonctionne-t-elle ? Si le virus SARS-CoV-2 pénètre dans l'organisme d'une personne vaccinée, le système immunitaire va identifier la protéine Spike et déclencher un mécanisme de défense. Les lymphocytes B ou cellules B vont fabriquer des anticorps spécifiques capables de se lier aux protéines Spike.
Ils empêchent ainsi le virus d'infecter d'autres cellules, tout en marquant chaque particule virale. Grâce à la mémoire immunitaire créée lors de la vaccination, les lymphocytes T savent reconnaître une cellule infectée par le coronavirus. Enfin, les phagocytes vont éliminer tous les virus marqués ainsi que les cellules infectées. L'infection est endiguée. Ce même week-end, fin janvier, j'ai assemblé des séquences vaccinales d'ARNM. J'ai décidé lesquels de nos vecteurs utiliser et j'ai combiné le tout. Puis j'ai organisé une réunion avec nos équipes dès le lundi. Quand j'ai expliqué le projet aux collègues, ils ont tout de suite eu des objections. C'est pas possible, il faut considérer ceci et cela. Alors j'ai répondu, vous avez raison, mais là, il va falloir changer d'approche. Ou alors, prouvez-moi que c'est impossible à faire à cause des lois de la physique. Il se trouve que la limite de la physique, c'est la vitesse de la lumière. J'ai alors eu l'idée de baptiser le projet ainsi, Lightspeed, pour que tout le monde comprenne qu'on aurait à travailler à la vitesse de la lumière pour développer ce vaccin. Quand Ugur a parlé du projet Lightspeed au comité de direction, nous avons pris la mesure de la situation et compris que c'était du sérieux. Fin janvier, il nous a expliqué quelles difficultés nous attendaient. Je repense à une phrase qu'il a utilisée à une autre occasion. « Michael, toi, tu vois le ballon qui s'envole. Moi, je vois où il va atterrir. » Selon l'OMS, en 2020, plus de 300 entreprises ont travaillé à un vaccin contre le coronavirus. La plupart se sont tournées vers des techniques vaccinales connues. Mais ce sont deux idées novatrices qui ont été couronnées de succès, les vaccins à ARN messager et ceux à vecteur viral. L'Institut Pasteur est l'un des grands centres de recherche fondamentale en médecine et en biologie. Son directeur scientifique, Christophe Denfer, connaît les problématiques posées par la vaccination ARNM et ses avantages. Je pense qu'elle reste encore onéreuse et donc avec une problématique en fait de stockage et de distribution qui n'est pas forcément adaptée aux pays en développement. L'avantage de la vaccination ARN, c'est que c'est plus rapide et donc c'est aussi peut-être plus versatile que l'utilisation de vecteurs viraux. À côté de ça, les vecteurs viraux ont cet avantage, on parlait de la plateforme rougeole qui est utilisée à l'Institut Pasteur, le coût de production est bien moindre, la vaccination ARN vient se rajouter à l'arsenal existant, mais il ne faudrait pas imaginer que toutes les autres plateformes vont disparaître parce que la vaccination ARN a réussi. Début 2020, il n'existe encore aucun vaccin. Et le coronavirus arrive en Europe. Les uns après les autres, les gouvernements ordonnent des confinements stricts. En vain, la maladie fait ses premières victimes, bientôt beaucoup plus nombreuses qu'en Chine, berceau de la pandémie. Quelques semaines plus tôt, quasiment personne ne croyait aux sombres prédictions d'Ugur Sahin. Désormais, BioNTech a un coup d'avance. Pour la phase de développement préclinique, j'ai sélectionné 8 candidats vaccins et mes collègues en ont choisi 12 à 15 autres. Nous avions donc plus de 20 candidats vaccins à évaluer au cours de cette première étape. Notre objectif était d'identifier les 4 candidats vaccins les plus prometteurs, à tester lors d'essais cliniques consécutifs. Quasiment dès la première semaine, nous avons voulu que tout soit prêt pour la phase d'essais cliniques. Nous sommes capables de mener des essais cliniques sur des centaines de personnes. BioNTech est une société brillante sur le plan scientifique.
Mais elle n'est pas en mesure de mener un essai clinique sur 40 000 personnes, ni d'assurer ensuite la distribution d'un vaccin. Très vite, j'ai contacté un collègue de chez Pfizer pour lui parler de notre projet de vaccin et demander si un partenariat les intéressait. On m'a répondu que c'était trop tôt, qu'il y avait des épidémies chaque année et que celle-là aussi s'éteindrait avant même qu'un vaccin puisse entrer en phase d'essai clinique. Pourtant, Ugur Sahin en est persuadé. La pandémie va s'étendre et durer. D'où lui vient une telle certitude ? Il suffisait d'entrer toutes les données disponibles dans un logiciel élémentaire de simulation mathématique pour projeter ce qui allait se passer. Les maths ne dépendent pas de l'opinion personnelle. Soit c'est juste, soit c'est faux. En tant qu'être humain, nous avons tendance à nous référer à nos expériences passées. Et en l'occurrence, nous n'avions encore jamais connu ce cas de figure. Mais en les considérant avec des lunettes de scientifique, et j'ai étudié les mathématiques, les faits étaient clairs. J'ai compris que dans l'immédiat, je ne pourrais pas convaincre nos collègues de Pfizer. Mais je savais aussi que la situation allait changer en quelques semaines. Donc on a continué à travailler. Et effectivement, à son tour, New York est durement touché par l'épidémie. Le nombre de victimes se chiffre rapidement en milliers. 6 semaines plus tard, Pfizer et BioNTech font finalement alliance. J'ai tout de suite dit oui. Il fallait s'y mettre sans attendre. Nous avons démarré notre collaboration avant même de signer les contrats officiels. Nous avons très vite constitué une équipe chargée de travailler avec Pfizer. Le contrat avec Pfizer a été négocié en 3 semaines. Pour vous donner un ordre d'idée, cela prend généralement 9 à 12 mois. De plus, il a été signé sans même qu'on sache quel serait le produit final, ni son coût de fabrication. Nous ne savions pas non plus comment il serait formulé, s'il serait possible de le produire à grande échelle, s'il serait autorisé sur le marché, ni si les États passeraient la moindre commande. Être le premier sur la ligne de départ a été un avantage indéniable pour BioNTech. Par leur travail quotidien, leurs équipes maîtrisaient déjà le développement d'un vaccin à ARN messager anti-infectieux. À ce moment-là, il y avait 300 millions de dollars dans les caisses de la société. Et on savait qu'à lui seul, le développement du vaccin coûterait 1,5 à 2 milliards de dollars. On s'est donc lancé dans cette aventure en sachant pertinemment qu'on ne pourrait pas la financer avec notre capital. Quand ils ont abordé ce problème, nous étions déjà prêts à investir plus. Nous avons organisé une levée de fonds qui a rapporté 750 millions de dollars. Soudain, nous avions assez de ressources pour financer notre part du projet. La pandémie oblige le monde pharmaceutique à repenser et accélérer son fonctionnement. La conception d'un vaccin est un long processus extrêmement coûteux. Souvent, seuls les grands laboratoires ont de quoi mener et financer des projets d'aussi longue haleine. La première phase de la création d'un nouveau vaccin est le développement préclinique, qui peut s'étirer sur plusieurs années. Ensuite, démarrent les essais cliniques. Le vaccin est testé sur des volontaires humains. Un processus rigoureux et très encadré qui se déroule habituellement en plusieurs phases successives. En cas d'essai concluant, le vaccin doit être approuvé par l'EMA, l'Agence européenne des médicaments. Si l'examen de toutes les données est satisfaisant, l'EMA autorise la mise sur le marché.
Chaque lot de production est ensuite contrôlé en France par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et en Allemagne par l'Institut Paul Ehrlich, avant d'être distribué. Parallèlement à toutes ces étapes, le vaccin fait l'objet de contrôles de sécurité permanents. C'est la pharmacovigilance, à savoir l'évaluation, la prévention et la gestion des effets indésirables. Nous avions deux objectifs. D'abord, concevoir un vaccin efficace et sûr en un temps record. Et ensuite, le rendre disponible dans le monde entier. Ce deuxième point impliquait de créer une grosse chaîne de production. Nous nous sommes attaqués au plan de production avec fébrilité et avec une donnée de référence. En un cycle, notre usine d'Idar Oberstein pouvait produire 1 gramme d'ARN. Une quantité parfaite pour des essais cliniques, mais pas plus. Or, si nous voulions commercialiser notre vaccin à l'international, il fallait passer de 1 gramme à 500 grammes et encore multiplier ça par 10. Là, on a eu le vertige. La tâche était titanesque, totalement nouvelle, avec une équipe qui n'avait encore jamais travaillé de cette façon et dans des conditions très compliquées, à savoir le confinement et tout le reste. Nous avons dû batailler contre vents et marées, mais il faut reconnaître que le sort nous a été favorable. Nos collaborateurs ont trouvé des solutions à tous les obstacles qui se présentaient au fur et à mesure. Il y a eu de véritables défis à relever. Tout n'a pas fonctionné du premier coup, loin de là. Quand ça coinçait, on devait parfois organiser une réunion de crise de 23h à 1h30 du matin. Par exemple, on pouvait revoir tous les paramètres du laboratoire et étudier les différentes solutions techniques possibles. Puis, à 2h du matin, l'autre équipe prenait le relais et poursuivait le travail. S'ils ont pu développer ce vaccin, ce n'était pas juste parce qu'il fallait lutter là et maintenant contre le coronavirus. C'est parce que, initialement, BioNTech travaillait déjà à la fabrication d'un vaccin contre le cancer. Ça a été une période où nous n'avons pas eu le temps de souffler. Nous avons tous travaillé 24 heures sur 24 pour réussir l'impossible. Au départ, il n'y avait rien. Et quelques semaines plus tard, voilà que nous avions un vaccin qui remplissait tous les critères. Et il y a eu la toute première vaccination d'un volontaire qu'on a suivie avec beaucoup d'excitation. Évidemment, ça se passe selon le plus strict protocole de sécurité. Les volontaires sont surveillés sur place en continu par des médecins de garde. Myriam Sachs est metteuse en scène de théâtre à Berlin. Face à l'aggravation de la pandémie, elle prend une décision étonnante. Elle se porte volontaire pour l'essai clinique du vaccin, malgré tous les risques potentiels. Je me suis dit, tant qu'à être confinée, autant l'être vraiment et participer à un essai. Je serai dans un service médical, coupée du monde, et j'observerai sur mon propre corps ce que personne ne sait encore. Il y a d'abord une réunion d'information où on nous explique tout, mais on ne signe encore rien. On nous laisse une nuit de réflexion. Le 13 mai 2020, à 10h05, j'ai reçu ma première injection. J'étais la 13e volontaire et les premiers ont fait de très fortes réactions. Nous devions tenir un journal. J'ai écrit comme un cochon. La première nuit a été un enfer. 4 heures du matin, douleur dans les membres. Ma température fait le yo-yo. Une infirmière prend ma tension, apporte des couvertures. 38,5 de fièvre. Je précise que j'ai reçu un autre candidat vaccin. Ce n'était pas celui que tout le monde reçoit maintenant. Le principal essai clinique est terminé
mais le mien n'a jamais été officiellement clos, quand bien même le vaccin final a été sélectionné et commercialisé. C'est rageant. On se sent un peu insignifiant, comme une feuille balayée par le vent. Plusieurs candidats vaccins ont été testés en parallèle. Seul le mieux toléré par les volontaires est passé en phase finale des essais cliniques. Ce n'est pas celui qui a été administré à Myriam Sachs. Un jour, j'ai reçu une lettre disant que mon essai n'était toujours pas clôturé. À moi de voir si je voulais me faire vacciner. Mais je ne savais même pas si je tolérerais un autre vaccin. On nous a laissés dans le vague, sans statut vaccinal. Ou plutôt, si, officiellement, j'étais non vaccinée. Après sa participation à l'essai clinique, Myriam Sachs vit dans une longue incertitude. Ce n'est qu'à l'été 2021 qu'elle reçoit un vaccin autorisé et peut enfin se considérer immunisée contre le virus. J'ai connu bien d'autres situations au cours desquelles j'étais vraiment tendue et inquiète. Parce qu'il s'agissait de traiter les premiers volontaires ou patients avec un tout nouveau traitement que nous avions développé. Cette fois-là, nous étions plus sereins, parce que nous connaissions déjà très bien l'ARNM. Le 24 juillet, nous avons sélectionné le candidat vaccin BNT 162b2 pour la phase finale de l'essai clinique. 44 000 volontaires au total ont reçu une injection. La moitié a eu notre vaccin et l'autre moitié un placebo, soit une substance non active. L'essai devait courir jusqu'en novembre, date à laquelle les premiers résultats diraient si dans le groupe vacciné, on comptait moins d'infections que dans le groupe placebo. Le 9 novembre 2020 est le jour tant attendu. Un comité indépendant doit annoncer le résultat préliminaire de cette troisième phase décisive. Nous étions sur des charbons ardents. C'était le jour de vérité. Si le résultat s'avérait négatif, alors tout le travail des 10 derniers mois aurait été vain. Mais les données étaient parfaites. Le vaccin présentait une efficacité de 95%. C'est comme d'atterrir sur la Lune, de sortir de la fusée et de se dire « Ok, ça marche ». C'était fantastique. Un coup de maître pour BioNTech et pour toute la biotechnologie allemande. Ce résultat était d'une importance capitale pour le monde entier. Il fallait tout de suite le rendre public. Avec son vaccin, baptisé Comirnaty, BioNTech détient peut-être enfin le moyen de maîtriser la pandémie. Une lueur d'espoir très attendue partout dans le monde et un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'ambitieux projet Lightspeed. Nous avons fait quelque chose que nous n'avions jamais fait, négocier avec des gouvernements du monde entier. Nous avions discuté au préalable d'une possible ingérence des États, qui pourraient vouloir contrôler les exportations, par exemple. Nous avons été très pragmatiques à ce sujet. Les gouvernements ont opté pour le partage des risques. Ils ont réservé à la fois des vaccins basés sur de nouvelles technologies et des vaccins plus classiques, puisque personne ne savait encore lequel serait réellement efficace. Nous avons d'ailleurs beaucoup discuté de science lors des négociations. En novembre, nous avons conclu un accord d'approvisionnement avec l'Union européenne qui a été convaincue, je crois, par notre capacité à livrer assez de vaccins. Puis en mai 2021, un autre accord a été signé avec la Commission européenne et les 27 pays qu'elle représente
pour fournir jusqu'à 1,8 milliard de doses entre fin 2021 et 2023. Ça en fait le plus gros contrat de l'histoire de l'industrie pharmaceutique. En 2020, nous avons décidé d'acquérir l'usine de Marbourg. Ça a été un véritable coup de chance. Il n'y a pas d'autre mot. Toute autre option aurait pris bien plus de temps et aurait été bien plus complexe. Nos besoins étaient clairs. Il nous fallait une usine à reprendre telle qu'elle, avec des techniciens déjà qualifiés et des salles à atmosphère contrôlée. Après avoir signé un contrat de transfert de technologie, nous avons commencé à tout installer à Marbourg. J'ai débuté ici en 2019 en tant que directrice de la production. On fabriquait des anticorps pour Novartis, l'ancien propriétaire. En 2020, on a appris notre rachat par BioNTech. C'était une perspective excitante, même si on savait que ce serait un grand changement avec l'arrivée de nouveaux collègues, peut-être avec un autre état d'esprit de travail. On a rapidement pu constater, après une soirée de prise de contact, que le courant passait bien, tant sur le plan humain que culturel. La rencontre des deux équipes allait fonctionner et le travail se ferait dans la bonne humeur. L'autre interrogation était de nature technique. Quel serait le processus de production? Personne dans l'usine n'avait encore fabriqué d'ARN messager. Nous qui venions de l'univers Novartis, nous avons dû nous adapter très rapidement à un nouveau produit. Cela signifie par exemple mettre en place d'autres méthodes et faire avec de nouvelles matières premières. Il a fallu déterminer quel équipement était nécessaire, comment l'intégrer dans l'usine, connaître les paramètres critiques de fabrication. On avait l'avantage de ne pas partir de zéro, mais d'apporter un grand savoir-faire. Il y a dans l'équipe de nombreux techniciens avec d'excellentes compétences. Les employés de BioNTech, qui maîtrisaient déjà la fabrication d'ARNM, sont allés sur place pour superviser et assister à la production des premiers lots. Pour certains, ce n'est pas allé assez vite. Mais vu l'ampleur de la tâche et la quantité de processus à mettre en place, 6 mois de préparatifs, ce n'est rien. La fabrication d'ARN messager est un processus biochimique similaire à celui qui se déroule naturellement dans les cellules du corps humain. En temps normal, l'ARN messager est vite détruit après son introduction dans un organisme, avant même de pouvoir être actif. Une technique permet de remédier à ce problème. L'ARNM est encapsulé dans une enveloppe lipidique. Ainsi protégé, il peut pénétrer dans les cellules et n'est détruit qu'une fois sa mission accomplie. C'est comme d'aller au championnat du monde avec une équipe d'amateurs et de remporter la coupe. Il y a sans cesse des pannes. La production d'un lot se déroule sur 2 semaines, avec des équipes qui travaillent en 3-8. Un samedi, en plein milieu de la nuit, un filtre a lâché. Tout le liquide contenant l'ARN produit au cours des 2 semaines était fichu. Dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Il faut reprendre le cycle à zéro, ce qui entraîne du retard sur les essais, sur les livraisons. Tôt le dimanche matin, j'ai appelé Ougour pour l'informer qu'il y avait eu un problème, qu'on avait perdu tout le matériel de base en une nuit, qu'il fallait recommencer le cycle. Sa réaction a été de dire « Oh, mes pauvres ». 2020, année noire, touche à sa fin, tandis que débutent les livraisons du vaccin en Europe, mais aussi en Amérique du Sud et en Asie. Des opérations souvent menées en grande pompe et sous haute sécurité. Car les avions de fret transportent peut-être le précieux antidote à l'épidémie de Covid-19. En un an de temps, alors que si on regarde le pipeline de Moderna ou si on regarde le pipeline de BioNTech, il n'y avait pas une molécule ARN qui était arrivée en commercial. C'est en un an d'avoir réussi à développer un produit, mais aussi à le commercialiser à une échelle qui est considérable.
Au départ, nous avions prévu de livrer 1,6 milliard de doses en 2021, en utilisant nos capacités de production au maximum. Mais nous avons constaté que d'autres fabricants de vaccins prenaient du retard ou se retiraient de la course. Les chaînes de production tournaient non-stop, un lot après l'autre. Dans les usines d'Idar Oberstein, de Marbourg et ailleurs à l'étranger, les équipes de BioNTech travaillent fiévreusement et sans relâche pour augmenter la production. Le monde attend le vaccin avec impatience. En janvier 2021, quelques semaines après le vaccin de BioNTech, ceux de Moderna et d'AstraZeneca sont approuvés à leur tour dans l'Union européenne. L'Europe ouvre d'immenses vaccinodromes en vue de la campagne de vaccination, mais les vaccins eux-mêmes manquent. Les premières doses tant convoitées sont réservées aux personnes à risque. Il y a eu un changement impressionnant après Noël, après le pic de la seconde vague en Allemagne. Cette seconde vague de l'épidémie a été terrible, parce qu'à chacune de nos visites en maison de retraite, on voyait d'autres pensionnaires mourir. Lorsque le vaccin de BioNTech a été approuvé, on a commencé à vacciner assez vite, en priorité les seniors. Après ces vaccinations, et surtout après la seconde dose, il y a eu un revirement complet de la situation. Quasiment plus aucun cas positif. Nous n'avions plus à aller constater les décès en maison de retraite, puisque les infections en étaient presque au point mort. La prouesse scientifique enthousiasme, mais inquiète aussi. Beaucoup s'interrogent. Les nouveaux vaccins ont-ils été suffisamment testés et contrôlés avant leur approbation? Et sont-ils aussi efficaces qu'on le dit? On m'a souvent fait part de ces doutes, dans mon entourage privé ou dans des interviews pour des journaux. On m'a dit, l'approbation du vaccin est suspecte, parce qu'il a fallu aller à vitesse grand V. Il doit y avoir des risques dont on ne parle pas. Non, la procédure d'approbation s'est déroulée dans les règles. Les essais cliniques ont été menés de sorte qu'on puisse réellement constater si ce vaccin fonctionne et s'il comporte des risques. Nous sommes très attachés à la liberté de choix, notamment parce que nous sommes médecins et que nous avons souvent rencontré ce genre de situation avec nos patients. Personne ne doit décider pour autrui, d'autant moins lorsqu'il s'agit d'une procédure invasive, comme l'administration d'une substance. Nous n'avons pris aucun raccourci pour développer le vaccin. La procédure normale a couru dans son intégralité. N'importe qui peut consulter nos données pour vérifier que c'est un produit sûr. Mais il reste un problème. Le coronavirus qui se propage aux quatre coins du globe en infectant des millions de personnes évolue sans cesse. Il mute. Le variant Delta en particulier met à mal la lutte contre l'épidémie. Notre vaccin est efficace contre les variants. Nos expériences sur ce point sont concluantes. Mais nous savons qu'il faut tout de même surveiller les mutations du virus. Il ne fait aucun doute qu'au cours des prochains mois, des 2 années à venir, il va continuer de muter pour s'adapter à l'homme et aux conditions ambiantes. Le virus se multiplie constamment et en grand nombre. À chaque copie, des erreurs de réplication peuvent apparaître dans son patrimoine génétique. Le plus souvent sans conséquence, ces mutations peuvent néanmoins parfois changer les caractéristiques du virus, comme par exemple le rendre plus facilement transmissible, donc plus contagieux. Quand j'en ai parlé à Ougour, il m'a dit qu'il faudrait environ 6 semaines pour fabriquer un nouveau vaccin efficace contre de nouveaux variants. Aujourd'hui, nous savons que les vaccins à ARN messager
que ce soit celui de Pfizer-BioNTech ou de Moderna, reste efficace contre les variants. Et je suis convaincue que si une autre souche apparaît, nous saurons adapter la fabrication du vaccin pour y faire face. Dans le cas de certains virus, une seule injection entraîne une immunité durable. Par exemple, pour la poliomyélite ou la variole. Mais pour celui-ci, il faut faire des rappels qui vont redonner un coup de boost à notre immunité. L'immunité collective nécessaire dépend aussi des variants. Aujourd'hui, la barre est à 85% de gens immunisés. Mais à mon sens, pour retrouver une vie normale, il faudrait que chacun d'entre nous puisse être protégé en se faisant vacciner. The World Health Organization has called on pharmaceutical companies to waiver their patent rights on all medicines, all vaccines and drugs that are aimed at addressing the problem of COVID-19. Plusieurs gouvernements et ONG sont favorables à cette suspension temporaire des brevets. Selon leurs arguments, cela permettrait d'augmenter la production mondiale de vaccins, donc d'aider les pays pauvres à pouvoir vacciner leur population. A contrario, l'Union européenne et la plupart de ses pays membres sont plutôt réticents. La levée des brevets ne permettra pas de produire plus de doses à court terme. Au contraire, cela peut tourner au chaos en générant une pénurie de matières premières ou leur détournement. L'autre problème, c'est qu'il serait impossible de garantir la qualité des vaccins produits. Il nous tient à cœur que notre vaccin soit aussi disponible dans les pays les plus pauvres. Au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons de livrer 2 milliards de doses à des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Nous devons recréer une souveraineté européenne pour les technologies clés scientifiques. Nous avons les cerveaux. Nous avons l'argent, bien sûr, mais nous n'avons pas le courage d'oser. Les États-Unis comptent moins d'habitants que l'Europe, mais 6 fois plus de capital risque. Cela veut tout dire. BioNTech signifie Bio New Technologies, nouvelle biotechnologie. L'an dernier, personne n'avait de vaccin ARNM sur le marché. Aujourd'hui, c'est le cas. Cela ouvre de vastes perspectives. Rien que pour les maladies infectieuses qu'on pourrait soigner ainsi. Nous projetons d'ouvrir un site de production d'ARN messager à Singapour pour disposer d'une alternative au site de Marbourg. On ne sait jamais, mieux vaut avoir 2 grandes usines sur lesquelles compter. Nous aimerions aussi assurer une production locale en Afrique. C'est important, parce qu'en cas de pandémie, le produit est distribué en priorité là où il est fabriqué. C'est la politique. Mais pour contrer cette politique de répartition, il faut produire localement. Nous devons arriver à une capacité de production qui permette de livrer jusqu'à 1 milliard de doses en 3 à 6 mois. Il faut investir dans ce sens. Nous espérons justement que la Commission européenne et d'autres organisations subventionneront ce genre d'initiative. Car il faudrait être en mesure de mobiliser des capacités de production dormantes et de réagir rapidement à l'émergence d'un super variant ou d'une nouvelle vague. Le triomphe de BioNTech a de quoi faire des jaloux. En quelques mois, le petit pousset allemand s'est mué en géant boursier. En août 2021, son cours a même momentanément dépassé celui de la Deutsche Telekom, de l'assureur Allianz ou du constructeur automobile Daimler. Comment ces fondateurs vivent-ils ce succès ? Il y a encore 2 ans, chaque année ou presque, nous devions organiser une levée de fonds. Il fallait présenter des résultats, exposer notre projet et nos objectifs. Aujourd'hui, grâce aux revenus générés, on va pouvoir concrétiser notre vision bien plus rapidement et plus largement. Et pouvoir de nouveau nous focaliser à 100% sur l'aspect scientifique.
La percée que nous observons aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg, et encore. La technologie de l'ARN messager va probablement bousculer toute la médecine, surtout dans le domaine des maladies auto-immunes inflammatoires, qu'elles soient intestinales ou articulaires. Il y aura sûrement beaucoup d'autres progrès à venir. Je serais bien incapable aujourd'hui d'imaginer ne serait-ce qu'une fraction des possibilités qui vont s'ouvrir à nous dans les 5 prochaines années. On pourrait croire à de la science-fiction, mais c'est déjà une réalité, du moins en cours d'essais cliniques. L'idée, c'est que chaque malade du cancer bénéficie d'un traitement personnalisé grâce à l'identification du profil moléculaire et des mutations exactes de sa maladie, car chaque cancer est individuel et diffère d'un patient à l'autre. Si les espoirs de BioNTech se concrétisent, la technologie de l'ARN messager permettra un bond en avant dans le traitement du cancer. Notre réussite scientifique et économique va donner un coup d'accélérateur à nos recherches sur l'immunothérapie contre le cancer. Nous travaillons déjà à des vaccins contre la tuberculose ou le VIH. Et nous venons d'annoncer un projet de vaccin contre le paludisme. En tant que scientifique, on regarde plutôt vers l'avenir que vers le passé. Quand je suis entrée au conseil de BioNTech, je voulais aider à ce que des traitements médicaux à base d'ARN messager modifié voient le jour. Ensuite, quand le premier projet avec Sanofi a été lancé, j'ai voulu assister à la première injection. Et puis j'ai dit, maintenant, je veux voir ce premier patient guérir. Oui, l'histoire continue. On doit souvent les grandes découvertes à des scientifiques passionnés et acharnés qui ont pris le risque d'explorer de nouveaux champs, et à toute une chaîne de soutien pour passer de la recherche fondamentale aux avancées concrètes capables de changer et de sauver des vies. Le parcours d'Ugur Sahin et Özlem Türeci et de l'équipe de BioNTech est à ce titre exemplaire.